Alors, on va peut-être parler un peu plus des animis. Avec la lettre G, je te propose que l'on parle de la théorie du genre. Diable. La théorie jungienne que tu as commencé à évoquer, des pôles féminins et masculins, rejoint et développe le constat de bisexualité psychique fait par la psychanalyse. Mais elle est parfois utilisée de manière réductrice pour décrire les jeux du corps sexué du sujet avec son pôle psychique opposé, animus ou anima. Ces deux archétypes puissants prennent, on le sait, des valeurs négatives quand ils possèdent le sujet et positives quand ils l'informent, quand ils le guident même. Dans le premier cas, ils peuvent aller jusqu'à nier la détermination physique et exagérer une certaine liberté de genre. Mais ceci n'est qu'un modèle et la clinique peut s'avérer des plus complexes entre les corps et les âmes. Alors, chaque personne peut effectivement s'identifier totalement à son opposé complémentaire, mais son opposé intérieur. L'homme peut s'identifier à son anima et la femme à son animus. À l'extrême, cela donnera envie à certains de changer de sexe. Mais la reconnaissance des dynamiques animus et anima, qui sont des dynamiques de différenciation de qualité, l'anima impose à l'homme de différencier un peu plus sa sensibilité, sa capacité de relation avec l'autre, sa relation avec la nature, ses facultés créatives, son sens de l'altérité, etc., etc. L'animus impose à la femme de différencier des qualités dites masculines. Bon, ça ne veut pas dire qu'elles appartiennent aux hommes. Elles ont plutôt appartenu aux hommes parce que les femmes étaient empêchées, mais elles sont masculines. Des qualités, on va dire, de créativité, de qualité intellectuelle, qualités qui se traduisent par une expression, par le maniement du logos, etc. Donc, différencier des qualités, c'est beaucoup plus compliqué que de se déguiser et de se définir par mimétisme autre que ce que la nature, dans son infinie injustice, a créé. Bon, cela dit, il y a des passages qui sont saisissants dans le livre rouge. Il devait se poser des questions. Quand il a écrit, c'est au chapitre Le château dans la forêt. C'est une bonne chose pour toi de revêtir un jour des vêtements de femme. On rira de toi, mais en devenant femme, tu obtiendras la liberté par rapport à la femme et à sa tyrannie. C'est sûr que si l'homme différencie des qualités dites féminines, il sera moins fasciné, je dis bien moins, par celles qui en sont naturellement les dépositaires. Et pour la femme, c'est pareil. Revêtir des vêtements de femme, on peut le faire le jour du carnaval, ou dans les processions diverses et variées qui font les choux gras des journalistes, mais ça peut vouloir dire s'ouvrir à une dimension différente. Ça peut vouloir dire se méfier des stéréotypes dans lesquels on a été enfermé jusque-là. Ça peut, cela dit, c'est vrai que c'est un contre-emploi
mais ce sont les contre-emplois qui apprennent le plus, on le sait. Il faut lire l'ensemble de la citation. Admettre sa part de féminin pour un homme conduit à l'accomplissement. La même chose vaut pour la femme qui admet sa part de masculin. Donc, après le carnaval, il faut expérimenter les choses plus profondément et développer des qualités psychologiques, sensibles, intellectuelles du genre qu'on n'a pas. Aucun de nous n'est strictement masculin ou féminin. Ça, on le sait depuis longtemps, bon, bref. On ne va pas enfoncer des portes ouvertes. Mais évoquer la bisexualité psychique, c'est-à-dire en fait la contradiction opérée par animus et anima par rapport à la persona, évoquer cette bisexualité pour contredire une identification qui est tout de même naturelle à son sexe biologique est hautement discutable. L'objectif que nous poursuivons, ou que nous devons poursuivre, à mon sens, c'est de devenir entier, de devenir un être humain entier, pas de céder au mirage du transsexualisme, de commettre un passage à l'acte en niant les effets de la loterie de la nature. On naît avec un corps d'homme ou avec un corps de femme, c'est un destin. Et je maintiendrai toujours ça. Bon, on ne va pas dire que le soleil est bleu ou que les volcans diffusent de l'eau de Cologne. Oui, mais comment résister à la puissance nouvelle de ces deux archétypes? Parce que, comme tu l'as dit, on les a peut-être avant constellés avec les dieux, puis maintenant on les projette plus dans l'autre, alors qu'il faudrait les mettre encore plus près à l'intérieur de soi. Et plus ça se rapproche, plus la puissance, quelque part, est activée. Comment faire avec la puissance divine des archétypes? Comment faire avec la surpuissance d'animus et anima? C'est toujours pareil, il faut prendre du recul. Ce qui nécessite à la fois une culture, une maîtrise et l'appui d'une personne expérimentée. Il faut apprécier la valeur symbolique des fantasmes et la valeur relative des idées. Il me semble que on devrait considérer animus et anima essentiellement comme des présences intérieures qui n'ont pas vocation à s'incarner en tant que telles. C'est-à-dire que si un homme rêve qu'il devient une femme, il ne s'agit pas pour autant de passer à l'acte et de croire que ça doit se traduire dans la réalité concrète. Cela signifie que probablement il est trop unilatéral et que donc l'anima va jusqu'à lui imposer d'être le contraire de ce qu'il est, mais pas de devenir une femme biologique ou de croire qu'il a un genre. Bon, cela dit, bien sûr, il a un genre. Le genre, ça a toujours existé encore. Je ne sais pas pourquoi on parle de ces trucs-là, parce que les hommes féminins et les femmes masculines, on n'a pas attendu la théorie du genre pour en parler. Bon, tout ça, c'est vraiment... On ne sait pas très bien à quoi servent ces modes. Hein? Bon, si ce n'est que probablement, justement, elles exagèrent
l'influence de animus et anima. Parce que, en fait, chacun de nous a deux enjeux. Différencier son propre sexe, tu es un homme, telle personne est une femme, bon, il s'agit d'abord d'être un homme ou bien une femme. Et ensuite, ou en même temps, de différencier le sexe opposé, mais pas physiquement, pas concrètement. Il s'agit de développer des qualités qu'on attribue généralement à l'autre sexe. Développer des qualités, c'est-à-dire procéder à certains types d'actions, c'est-à-dire se positionner de telle ou telle façon. Évidemment, assumer la présence de animus anima, cela s'additionne aux déterminations de caractère plus biologique, et cela va libérer des genres originaux, d'accord. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a un regard plus ouvert sur les hommes délicats ou très intuitifs qui sont dotés d'une féminité naturelle, ou sur les femmes qui construisent des usines ou conduisent des avions. Mais encore une fois, on ne doit pas oublier les exigences de son sexe biologique et croire que le genre prime tout. Oui. Comment mieux tenir compte de l'influence de ces deux archétypes comme tu le disais tout à l'heure dans le jargon jungien, d'une valeur négative vers une valeur plus positive de ces archétypes. Alors, si chaque sexe ne poursuit pas les deux enjeux que j'ai énoncés, à savoir rester ce qu'il est, tout en s'ouvrant à l'autre à l'intérieur de soi, ce qui va donner toutes les nuances des personnalités, mais en aucun cas des genres prédéfinis, obligatoires ou idéologiquement corrects. Si tout le monde, si chaque sexe, ne respecte pas, chaque personne ne respecte pas les deux enjeux, tout le monde va s'ennuyer ferme. Il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus difficile pour un homme ou pour une femme d'assumer et de différencier sa contrepartie intérieure de sexe opposé en continuant à accepter sa contrainte biologique initiale tout en vivant une relation d'altérité homo ou hétérosexuelle. C'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus exigeant que de croire qu'on appartient à un genre. Voilà. Il me semble qu'on devrait surtout se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui permet à deux êtres de se rencontrer ? Qu'est-ce qui crée de la conscience chez chacun ? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'acceptation de la différence, voire du pardon ? Et au contraire, qu'est-ce qui relève du cynisme, de la revanche et de la compétition ? Est-ce que tu pourrais nous donner à voir un panorama relevant les tendances des effets de l'animus et de l'anima ? C'est vaste. Je conseillerais de lire des excellents ouvrages de Marius von Franz, l'animus et l'anima dans les contes de fées. Bon. Lorsqu'on est un homme, il est facile de constater le caractère caricatural de l'animus chez une femme. Quand l'animus domine trop une femme, elle se dévalorise, elle surinterprète les comportements et les paroles de l'autre dans un sens négatif, elle peut être aussi clairement paranoïde, elle ne lâche jamais le morceau dans un torrent de bavardage en vue de soumettre son interlocuteur à ses vues. Bon. Le démon se joue d'elle sans qu'elle en ait conscience. Que cette invasion du démon soit
souvent causée par le comportement de l'homme, ne doit évidemment pas être exclue. Que sa négativité soit donc justifiée par des faits et des constats objectifs. Mais une telle position réactionnelle, faite de récriminations, de propos vindicatifs aux revanchards et de la volonté d'avoir raison à tout prix, peut tout de même paraître exagérée. En tout cas, peu efficace. On n'oubliera pas que depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau, les sexes sont en guerre. Pour le même homme, s'il fait une auto-analyse, il sera difficile de prendre du recul et de constater le caractère caricatural de sa propre anima, ce que voit très bien, par contre, la femme avec qui il vit. L'homme qui a une anima négative craint de se laisser submerger par ses émotions. Il se drape dans une attitude rigide qui le coupe de sa relation avec sa partenaire. Il est inévitablement entraîné par ses pulsions dans des comportements impatients ou violents, ou bien il reste affligé dans des humeurs négatives, prisonnier de ses états d'âme, autant qu'une femme peut l'être de ses conceptions, issues de l'animus. Ou encore, cet homme se perd dans un jeu intellectuel destructeur qui le coupe de la vie. Bref, tous ces aspects, que ce soit la caricature de l'animus ou celle de l'anima, ne sont pas rares, malheureusement, ne sont nullement pittoresques et gênent énormément la relation avec l'autre. Un animus ou une anima non travaillée ou non intégrée peuvent agir comme des démons. Oui, mais bon, soyons pratiques. On devrait dire que notre relation avec ces archétypes n'est pas juste, qu'elle manque de lucidité. Et on devrait ajouter que ces archétypes correspondent à des désirs et des influences très fortes, qu'on ne peut pas leur échapper, que ce sont aussi des sortes d'instincts psychiques qui nous contraignent. L'animus, c'est l'archétype de l'esprit qui soutient notamment la différenciation de l'intellect et la recherche de la vérité, quand il est positif. L'anima, c'est l'archétype de la vie qui engage l'homme dans des aventures et des relations diverses et variées, et qui aussi, comme l'animus, inspire sa créativité. Une femme sans un animus différencié est incolore, inodore et sans saveur. Elle subit sa vie. Un homme sans une anima différenciée sera monolithique, froid, et il pourra beaucoup manquer de dynamisme. Ça, c'est un panorama. Ça, c'est... C'est un panorama. Oui. Est-ce que l'on peut dire que la capacité de nuisance et d'égarement de ces deux archétypes est avant tout le signe d'un positionnement unilatéral et non équilibré, privilégiant excessivement un des opposés, masculin ou féminin? Oui, on a de toute façon toute une unilatéralité et fâcheuse. On l'a déjà dit, il s'agit pour chacun de devenir entier en développant des qualités complémentaires à celles qu'il a déjà. Rester prisonnier de vieilles lunes, de modèles où les différences étaient très, très, très accentuées, n'est probablement pas juste aujourd'hui. Donc, pour un homme, ne rester que dans le masculin, disons, conventionnel, ce que les féministes invoquent pour le dénoncer et pour reprendre le pouvoir.
ou pour une femme rester dans un féminin conventionnel et être la petite anima de l'homme et la servante du Seigneur, c'est probablement pas juste aujourd'hui. Bon, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas jouer avec ces images conventionnelles, parce qu'elles correspondent toujours et elles déterminent toujours une attente, beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc il y a une part de comédie dans la relation entre les sexes. Il ne s'agit pas de rester dans des images conventionnelles, mais il ne s'agit pas non plus de passer avec armes et bagages dans le camp de animus et anima. C'est-à-dire devenir un homme anima ou devenir une femme animus, c'est pas non plus, c'est unilatéral. Voilà, c'est également unilatéral. Que les femmes aspirent à prendre une place plus éminente dans la vie économique, sociale, politique, religieuse et à différencier les qualités dites masculines, évidemment que c'est souhaitable, c'est même hautement souhaitable. Mais le risque existe de trop servir l'animus au détriment de leur nature féminine, on le sait. De la même façon que les hommes s'ouvrent à leur sensibilité, etc., tout ça est extrêmement souhaitable. Mais sans oublier qu'ils ont des couilles. Voilà. Bon. Et donc, ils doivent savoir se battre. Ils doivent même utiliser leur violence naturelle. La violence, ça fait partie du charisme du masculin. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Voilà. De la même façon, les hommes doivent s'ouvrir, bien évidemment, à la dimension de l'anima, s'appuyer sur leur sensibilité, ne pas mépriser l'irrationnel, se mettre à l'écoute de la nature et surtout des femmes, mais ils ne doivent pas pour autant négliger de vivre et de développer leur masculinité virile. Et s'ils sont constamment poussés en avant par leur anima qui se projette sans cesse et sur des femmes différentes, ils doivent aussi savoir prendre la décision de lui résister et se reposer. Peut-on également voir ce jeu d'équilibre comme une opposition trop flagrante entre logos et éros ? Ou entre des puissances rationnelles et irrationnelles. Bon, je répondrai très brièvement. Logos peut être concupiscent et rechercher le pouvoir et dévorer l'autre. Eros peut rester en dormance. Ou bien Eros peut être exubérant, tandis que Logos reste infantile. Je résumerai en disant, si l'animus n'est que dans le Logos, ou si l'anima se cantonne strictement au domaine de l'éros, cela va déséquilibrer la personnalité. Toute unilatéralité est fâcheuse. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur la théorie du genre, en convoquant peut-être animus et anima ? Oui, en convoquant animus et anima, je vais me moquer de moi. Un personnage en rêve m'est apparu un jour en disant qu'il était temps de mettre fin aux agissements d'un animus négatif. Alors, ça m'a beaucoup intrigué, je pensais être plutôt affligé par une anima, assez pendable, demeurant, et j'ai donc été tenté de détourner le message et de penser que ce message concernait une personne de mon entourage, donc une femme. Et puis, à la suite d'une conversation avec un ami, j'ai réalisé que les démons d'un homme pouvaient bien agir à la manière d'un animus négatif, sous forme d'opinions caractérisées appartenant au collectif. En principe, animus pour l'homme, animas c'est pour l'homme, animus c'est pour la femme. Mais en fait, les choses sont un peu plus complexes. Donc le rêve me concernait bien et dévoilait peut-être l'état d'esprit et la mentalité de la femme qui vivait en moi. Il concernait l'animus de mon anima et son peu d'originalité.
et probablement dénonçait-il le caractère désuet d'une collection d'idées négatives sur les femmes ou sur les hommes. Dénonçait-il des croyances limitantes à propos de tout. Peut-être visait-il aussi une dévalorisation de certains aspects de moi-même. Bon, je crains que le constat ne puisse être fait aujourd'hui par un grand nombre d'hommes. Donc j'ai souvent soutenu qu'il ne fallait pas utiliser les termes d'animus et d'anima de manière déplacée, c'est-à-dire réserver anima pour les hommes et animus pour les femmes, mais là aujourd'hui je serais plus nuancé. Parlons d'autre chose. Puisqu'il est question de la théorie du genre, je clamerai qu'il importe au plus haut point de sortir de l'idéologie. Il importe que les hommes ne prennent pas trop au sérieux l'animus des femmes et ses mots d'ordre. Il importe que les femmes qui craignent la violence des hommes ne se fassent pas trop d'illusions sur l'aptitude de ces derniers à n'être que des sigisbées ou des chevaliers servants. Si chacun respecte les deux enjeux, différencier la nature qui nous est assignée par la biologie et exprimer les qualités de l'opposé complémentaire, et cela fait pas mal de travail, si ce travail est effectué, la relation sera peut-être, entre un homme et une femme, sera peut-être autre chose qu'un combat de boxe, et l'échange deviendra plus riche et objectif. Et chacun sentira en lui-même plus d'équilibre. Et le tonnerre vint. Oui. La revendication des genres multiples... Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. La revendication des genres multiples est-elle une nécessité ou un dérivatif ? Les genres sont à l'heure actuelle souvent contraints et d'autant plus proclamés et défendus par des groupes de pression qu'ils sont subis et qu'ils induisent ou qu'ils trahissent une assez grande fragilité chez ceux qui les revendiquent. Bref, ces revendications n'ont pas beaucoup d'intérêt. Ce sont des modes. L'égalitarisme de la théorie du genre et son caractère extrêmement libéral sont-ils la conséquence d'une appréciation erronée de la bisexualité psychique ou d'une exagération de ses dérivés ? Alors, bien sûr, quand on lit Jung, peut être pris de sympathie pour ceux qui s'efforcent de sortir de l'ornière d'une partition trop rigoureuse et pour ceux qui tentent de se moquer des stéréotypes. Voilà ce qu'on peut lire dans toujours le chapitre « Le château dans la forêt ». Vous cherchez le féminin chez la femme et le masculin chez l'homme. Et ainsi, il n'y a jamais que des hommes et des femmes. Mais où sont les êtres humains ? Toi, homme, tu ne vas pas chercher le féminin chez la femme, mais tu dois aller le chercher et le reconnaître en toi, car tu le possèdes depuis le commencement. Toi, femme, tu dois prendre en charge le masculin en toi, etc., etc., mais l'être humain est masculin et féminin. Bon. On redit un peu ce qu'on a déjà dit, mais c'est important de poursuivre la lecture pour sentir à quel niveau doit s'effectuer la manifestation. Tu ne peux dire de ton âme de quel sexe elle est. Mais si tu observes précisément, tu verras que l'homme le plus masculin a une âme féminine et que la femme la plus féminine a une âme masculine. Il avait beaucoup d'avance.
S'agit-il pour autant de se confondre avec cette âme? Je ne le pense pas. La surdifférenciation des qualités supposément associées à animus et à anima, c'est-à-dire en fait la possession par l'un ou par l'autre de ces archétypes, peut nuire à l'équilibre de la personne et à son bien-être. Un homme excessivement sensible devra sortir du monde et trouver refuge dans un monastère ou dans une quelconque contrée réputée vierge de toute violence. Une pure intellectuelle ne pourra vivre que dans les territoires de ses idées et selon ses systèmes de croyances. Le premier, qui ne vit qu'à demi, risque à la longue d'être assailli par des fantasmes barbares, et la seconde, à bout de ressources, devra un jour faire le constat baudelairien que sa propre chair est triste et qu'elle a lu tous les livres. Il ne faut pas exagérer, voilà. Il ne faut pas exagérer. In medio stat virtus. C'est au milieu que se trouve la vertu. La théorie de l'animus et de l'anima, en tout cas, s'inscrit dans une perspective plus vaste que celle du mimétisme et du transformisme. Identifier les composantes de son âme est tout autre chose que de rester captif de ses sortilèges et de s'identifier à certaines de ses facettes. Et il ne s'agit pas d'oublier une assignation biologique ni une ontologie propre à chaque genre. On pourra s'inspirer à ce propos de ce qui peut être lu à la fin du livre rouge et des enseignements de Philémon. La sexualité de l'homme est plus chthonienne. La sexualité de la femme est plus spirituelle. La spiritualité de l'homme est plus céleste. Elle tend vers quelque chose de plus grand. La spiritualité de la femme est plus chthonienne, elle tend vers quelque chose de plus petit. Ça donne des ontologies différentes. Ce qui serait de nature à nous conforter dans l'idée que la vie de couple permet surtout de faire l'expérience de la merveilleuse différence de l'autre, et valide aussi l'aphorisme lacanien bien connu, il n'y a pas de rapport sexuel. On ne se contentera pas pour l'interpréter du seul témoignage du devin Tirésias, qui reflète une mentalité plutôt masculine, ou plutôt on complétera ce que dit Tirésias du constat que ni les voies, ni les fonctions de la jouissance ne sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, ce qui n'interdit pas évidemment d'apprendre de l'autre.